3 000 milliards d'euros, c'est la dette de la France. Un chiffre qui donne le vertige, tellement grand qu'on a du mal à se le représenter, n'est-ce pas? Et pourtant, si on prend un peu de recul, l'histoire de cette dette, c'est en fait une leçon incroyable pour gérer nos propres finances. Alors, la grande question qu'on se pose tout de suite, c'est est-ce qu'on peut vraiment comparer le budget d'un pays avec celui d'un ménage? On entend souvent que non, que c'est bien plus complexe, mais vous allez voir, la comparaison est en fait super éclairante. Ok, pour bien comprendre, on va mettre en scène nos deux protagonistes, si on veut. D'un côté, un ménage, un foyer classique, et de l'autre, l'État français. On va décortiquer leurs stratégies, leurs revenus, leurs dépenses, et surtout, ce qui les sépare, au fond. Allez, commençons par le bon élève de la classe, le modèle idéal, celui vers lequel on devrait, en théorie, tous tendre. Concrètement, comment est-ce qu'un ménage qui a une bonne santé financière gère son argent? D'abord, d'où vient l'argent? Eh bien, pour un ménage, la logique est assez simple, hein. L'immense majorité, ça vient du travail. Ensuite, pour ceux qui ont pu investir, on a les revenus du patrimoine, des loyers par exemple, et puis une petite part de prestations sociales. Bref, un modèle de revenus plutôt clair. Et pour les dépenses, comment ça se passe? Bon, dans un budget bien géré, une fois qu'on a payé les factures, les courses, les petits plaisirs, il est censé rester de l'argent. Mais attention, le point crucial, le vrai secret, ce n'est pas ce qui reste par hasard à la fin du mois. C'est la discipline de mettre de côté systématiquement 15 à 20% de ce qui rentre. C'est vraiment ce geste qui change tout et qui construit un avenir solide. Bon, maintenant qu'on a vu le modèle du ménage prudent, passons à l'État. Comment se compare-t-il? Alors là, accrochez-vous, parce que le contraste, il est saisissant. Alors pour l'État, les revenus, c'est quoi? Ce sont nos impôts, bien sûr. En tête, on a la TVA, celle que tout le monde paye sur ses achats. Puis l'impôt sur le revenu et celui sur les sociétés. Jusque-là, pas de surprise. La logique reste la même. De l'argent rentre dans les caisses. Mais c'est précisément là que tout bascule. Le problème de fond de la France depuis plus de 40 ans, il tient dans cette simple équation inversée. On dépense systématiquement plus que ce qu'on gagne. Et ce trou dans la raquette, chaque année, ça porte un nom, le déficit budgétaire. C'est simple, chaque fois que les dépenses dépassent les recettes sur un an, l'État doit emprunter pour combler la différence. Et cet emprunt, eh bien, il vient s'empiler sur la montagne de dettes qui existe déjà. C'est là qu'on entre dans l'effet boule de neige. Et c'est ça qui fait vraiment peur. Un petit déficit une année, ça va. Un autre l'année d'après, bon. Mais quand on fait ça pendant 40 ans, ces petits problèmes annuels s'additionnent et finissent par créer une crise absolument massive. Regardez cette chronologie, c'est juste spectaculaire. On part d'environ 100 milliards au début des années 80 et la dette grimpe, elle explose à chaque crise pour arriver aujourd'hui à ce chiffre franchement vertigineux de plus de 3 000 milliards d'euros. Et ce qui est fou, c'est de voir à quel point ça s'est accéléré. En 1978, on avait un déficit de 6 milliards et ça paraissait déjà énorme. Avance rapide jusqu'en 2020, une année de crise certes, et là, boum, le déficit annuel explose à 208 milliards. On ne joue plus du tout dans la même catégorie. Ok, 3 000 milliards, c'est abstrait, mais si on ramène ça à une échelle humaine, aujourd'hui, cette dette représente 44 000 euros pour chaque personne en France, du bébé qui vient de naître au centenaire. Et pour vous donner une idée, il y a quelques décennies à peine, on s'affolait quand ce chiffre atteignait 15 000 euros. On a presque triplé la mise. Mais alors, est-ce que toute dette est forcément mauvaise? Eh bien non, et c'est ça la grande leçon. Il y a une différence absolument cruciale à faire entre ce qu'on appelle la bonne dette et la mauvaise dette. Ce tableau l'explique parfaitement. La bonne dette, c'est quand on emprunte pour acheter un actif, quelque chose qui va générer des revenus futurs. L'exemple classique, un crédit pour un appartement qu'on va louer. La mauvaise dette, à l'inverse, c'est s'endetter pour financer des dépenses courantes, qui ne rapportent rien. Payer ses factures ou ses vacances à crédit. C'est un pur fardeau financier. Et voilà, on touche au cœur du problème pour l'État français. Une part bien trop grande de cette montagne de dettes n'a pas servi à investir pour l'avenir. Non, elle a servi à payer les dépenses de tous les jours. C'est exactement comme si on prenait un crédit pour payer ses courses au supermarché. Et le problème avec ça, c'est qu'on condamne les impôts de demain à rembourser les dépenses d'hier, au lieu de construire l'avenir. Bon, revenons à notre échelle. Toute cette histoire de la dette de l'État, c'est en fait une gigantesque mise en garde pour tout le monde. La vraie question, c'est comment faire pour tirer les leçons de tout ça, pour ne pas tomber dans le même piège et, au contraire, sécuriser son propre avenir. Finalement, les principes sont assez simples et ils découlent directement de notre comparaison. D'abord, faire un budget. Juste savoir où part l'argent, c'est la base.
Ensuite, épargner, mais de façon systématique. C'est une habitude à prendre. Et enfin, utiliser la dette intelligemment, c'est-à-dire pour investir, pour construire des actifs et non pas pour consommer. Cette phrase est assez radicale, mais elle résume bien la situation. Votre avenir est entre vos mains. Les chiffres de l'État montrent qu'il ne peut pas le préparer pour vous. C'est un constat un peu brutal, mais face à un État qui a du mal à planifier sur le long terme, la responsabilité de préparer son avenir, eh bien, elle nous revient en grande partie. Et ça nous amène à la question finale, une question à la fois toute simple et assez vertigineuse. Si l'État n'est plus en mesure de préparer l'avenir pour tous, alors qui va le faire ? La réponse, finalement, elle est entre les mains de chacun, et elle se construit dans les décisions prises, dès aujourd'hui.